Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Donc on se retrouve ce soir pour une série multithème. Donc une série multithème, c'est une série qui va regrouper toutes les thématiques du code de la route. C'est une série de 10 questions. Comme d'habitude, donc je vous pose la question à l'oral et vous répondez donc à travers le chat A, B, C ou D. Ensuite, je sélectionne les réponses les plus données dans le chat et je vous donne bien évidemment une correction approfondie. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas en rapport avec la série, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions à travers le chat. Et si vous avez des questions qui ne sont pas en rapport avec la série, vous pourrez me les poser donc à la fin de notre série. Il nous restera du temps pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Donc avant de commencer notre série, allez bien dans les réglages de votre vidéo et mettez-vous en 720p sur YouTube. Réglez également votre chat sur chat en direct et non sur Top Chat. Et n'oubliez pas le micro, donc on met notre son à fond sur la vidéo YouTube et également sur l'appareil que vous utilisez. Le mieux quand vous participez au live, c'est soit d'être sur ordinateur ou tablette, sinon vous risquez de voir un petit peu flou. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous me dites prêt dans le chat, comme ça on va pouvoir commencer. Alors Hugo, il faut bien que tu ailles dans les réglages de ton volume et que tu te mettes au maximum sur YouTube. Ok, je vois que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer notre série. Donc là, en gros, vous allez avoir une question sur chaque thématique. Et il me semble que je vous ai mis quand même une question bonus. Donc contrairement à d'habitude, c'est 10 questions. Je crois que ce soir, il y en a 11, si je dis pas de bêtises. En termes de volume, moi, je suis au maximum. Ok, c'est parti. On y va pour la série. Alors, question 1. Je serai prioritaire aux prochaines intersections. Réponse A, oui. Réponse B, non. À vous de jouer. Donc, je serai prioritaire aux prochaines intersections, oui ou non. Je prépare ma correction. Ah, désolée, je suis en train de préparer la correction. C'est un peu moche, mais bon. Alors, c'est parti. Vous m'avez tous donné la réponse A, donc vous êtes tous d'accord. C'est super déjà. Donc, réponse A, hop là, validé. Bonne réponse. Donc, je serai prioritaire aux prochaines intersections. Réponse A, oui. Comment je le sais? Grâce au panneau que vous pouvez voir, donc le losange blanc et jaune. Donc, ce losange nous précise que nous allons être prioritaires à toutes les prochaines intersections jusqu'à temps qu'on voie un autre panneau, donc le même qui va être barré pour nous indiquer que ce n'est plus une route à caractère prioritaire. D'accord? Donc panneau losange jaune et blanc, c'est un panneau de route à caractère prioritaire. Ça veut dire que vous allez être prioritaire sur toutes les intersections que vous allez rencontrer. Alors, petit rappel de nos panneaux priorités, justement. Alors, vous avez donc le panneau avec la croix à l'intérieur. Attention, ça veut dire priorité à droite. Ça veut dire qu'à la prochaine intersection, vous n'allez pas être prioritaire. Vous allez devoir céder le passage au véhicule qui arrive de votre droite. D'accord? Ensuite, le deuxième panneau, bon, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, il n'est pas très beau, mais normalement on comprend. Donc celui-ci, quand vous le voyez, ça veut dire prioritaire à la prochaine intersection. D'accord? Donc vous allez être prioritaire uniquement à l'intersection qui va arriver. D'accord? Donc ici, je ne suis pas prioritaire. Ici, je suis prioritaire seulement à la prochaine intersection.
Et notre losange, je suis prioritaire sur toutes les prochaines intersections. Ça veut dire quoi, route à caractère prioritaire? Ça veut dire que c'est une route où sur toute la route, tu vas être prioritaire. C'est pour répondre à la question de Cyriane. On est à la question 1 pour ceux qui viennent d'arriver. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas arrivés trop en retard. Merci beaucoup à Dalila qui nous fait un super retour. Ok, donc pas de questions là-dessus, c'est bon pour tout le monde? Donc notre losange, la question, l'image, ça veut dire que là par exemple, je suis ici, j'ai mon panneau losange, d'accord? Je rencontre mon panneau losange, ça veut dire que à celle-ci et à celle-ci, je serai prioritaire, d'accord? Hop là. Allez, question 2, c'est parti. Question 2. Toutes les boîtes de médicaments comportent un pictogramme. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux conduire sans risque si je prends un médicament de niveau 1 ou un médicament de niveau 3. Je voyais pas le bas de la question. Alors, il y a de tout dans le chat, là, vous n'êtes pas tous d'accord. Hein. Réponse A et C, réponse B, réponse A seule, réponse B seule. Alors, je répète la question. Toutes les boîtes de médicaments comportent un pictogramme, oui ou non? Je peux conduire sans risque si je prends un médicament de niveau 1 ou de niveau 3. Alors, donc ce que je pense le plus voir dans le chat, c'est réponse A et C. Là, vous n'êtes pas du tout d'accord. Hein. Donc, réponse A et C. Hop, je valide. Aïe, 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 aïe. Erreur. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc, toutes les boîtes de médicaments n'ont pas forcément ce pictogramme. C'est que ceux qui vont avoir un incident sur votre conduite. D'accord? Donc, tous ceux qui peuvent modifier votre comportement, enfin votre conduite, vous allez avoir justement un pictogramme. Alors, petit récap de nos fameux pictogrammes. Vous avez le pictogramme jaune, c'est le pictogramme donc du niveau 1. Le niveau 1, ça veut dire soyez prudent. D'accord? Donc, niveau 1, soyez prudent. Vous ne pouvez pas conduire sans avoir lu la notice. Ça, c'est pour le niveau 1. Pour le niveau 2, donc là, c'est le pictogramme orange. Pictogramme orange, attention, vous devez être très prudent. Vous ne pouvez pas conduire si vous avez pris un médicament de niveau 2 sans avoir demandé l'avis d'un professionnel de santé. Donc ça peut être le pharmacien, ça peut être un médecin. Vous devez à tout prix leur demander leur avis avant de conduire. Pour le niveau 3, attention, pictogramme rouge, d'accord? Rouge égale interdit de conduire. On a interdiction de conduire et une fois qu'on a fini notre traitement de niveau 3, pour pouvoir reprendre la conduite, on doit obligatoirement demander l'avis à un médecin. Là, on ne peut pas demander au pharmacien, c'est uniquement un médecin qui peut nous autoriser à prendre le volant. D'accord? Donc niveau 1, je lis la notice. Niveau 2, je demande l'avis d'un professionnel. Et niveau 3, interdiction de conduire, je reprends la conduite qu'une fois que le médecin m'a autorisé à reprendre le volant. Alors, Fafa, tu me dis, il y a écrit un pictogramme. Oui, on vous demande si sur toutes les boîtes, il y a un pictogramme. Donc non, comme je vous l'ai dit, sur toutes les boîtes, il n'y aura pas forcément de pictogramme. Il y a des médicaments qui ne posent pas problème avec la conduite, donc pas besoin de pictogramme. C'est uniquement ceux qui vont avoir un impact sur votre conduite. Donc réponse B uniquement pour cette question. Réponse B. Forcément, s'il y a un pictogramme,
c'est qu'il y a un risque pour la conduite. Donc que ça soit le niveau 1 ou le niveau 3, dans tous les cas, il y a un risque pour la conduite. Donc attention à ne pas vous faire avoir sur ce type de question. Je peux conduire sans risque. Donc non, s'il y a un pictogramme, c'est forcément qu'il y a un risque. S'il n'y a pas de pictogramme, effectivement, je peux conduire sans risque. Donc réponse B uniquement pour cette question numéro 2. Cool, je vois que c'est compris, que c'est plus clair pour tout le monde dans le chat. Oui, vous pouvez conduire en ayant pris un médicament de niveau 1, mais attention de bien lire la notice avant. Mais c'est pas pour autant que ça sera sans risque. S'il y a un pictogramme, attention, c'est forcément qu'il y a un danger de toute façon. Allez, c'est parti pour la question suivante. Question 3. Il pleut fortement. J'allume. Réponse A, les feux de position seuls. Réponse B, les feux de croisement. Réponse C, les feux de route. Ou réponse D, les feux de brouillard avant. N'oubliez pas, dans chaque question, il y a forcément une bonne réponse et une mauvaise réponse. Minimum. Je prépare ma correction le temps que vous répondiez. Ok. Et oui, et oui, et oui. Je vois mes petits habitués du live, vous me marquez déjà mon moyen mémotechnique. Je vais l'apprendre à tout le monde juste après. Alors, vous me donnez la réponse B et D en majorité dans le chat. Donc B, D et je valide. Bonne réponse donc pour tous ceux qui m'ont donné les réponses B et D. Il pleut fortement. J'allume obligatoirement mes feux de croisement. Rappelez-vous mon moyen mémotechnique. Mauvais temps égale feu de croisement. Donc déjà, ça vous permet de répondre réponse B. Ensuite, comment je fais pour savoir que je dois utiliser les feux de brouillard avant? Rappelez-vous mon petit moyen mémotechnique, pour ceux qui le connaissent. Pour les autres, je vous l'explique. Donc c'est une petite histoire qui vous permettra de répondre à toutes les questions sur les feux de brouillard. Alors, je m'explique. Mon magnifique schéma, vous allez être fan, hop là. Donc, dans la voiture, les parents sont assis à l'avant du véhicule, d'accord? Et les enfants, eux, ils sont assis à l'arrière du véhicule. Les parents vont à la BNP, donc BNP pour brouillard, neige et pluie. Donc les parents sont assis à l'avant du véhicule et ils vont à la BNP. Les enfants sont assis à l'arrière du véhicule et ils mangent des BN, donc brouillard et neige. D'accord? Ça veut dire que je vais utiliser les feux de brouillard avant en cas de brouillard, de neige et de pluie. Je vais utiliser les feux de brouillard arrière uniquement en cas de brouillard ou de neige. Ici, on a dit il pleut fortement, ça rentre dans notre BNP, donc j'utilise les feux de brouillard avant en complément de nos feux de croisement. D'accord? Donc mauvais temps égale feu de croisement et ensuite je fais mon BNP pour savoir que je dois utiliser donc les feux de brouillard avant. Alors Flavie, tu me dis pourquoi mettre les feux de brouillard? Il n'y a pas de brouillard. Parce que les feux de brouillard avant te permettent également de voir lorsqu'il pleut fortement. À chaque fois que j'ai envie de manger des BN, je pense à cette technique. Bah, ça me fait plaisir en tout cas que cette technique vous rentre dans la tête. Hein. C'est le principal, d'accord? Le principal, c'est que vous ne vous tromperez plus jamais avec le brouillard avant et les brouillards arrière. Honnêtement, cette technique, je l'ai apprise quand j'ai passé mon code et je ne l'ai jamais lâchée. Donc je la redis pour ceux qui n'ont pas eu le temps, vous m'avez demandé de répéter. Donc, ma petite histoire, les parents sont assis à l'avant du véhicule. Ils vont à la BNP. Les enfants sont assis à l'arrière du véhicule et ils mangent des BN. Donc, j'utilise les feux de brouillard avant en cas de brouillard, de neige ou de pluie.
Et j'utilise les feux de brouillard arrière en cas de brouillard et de neige. Voilà, BNP, BN. C'est bon? Ok, pas d'autres questions là-dessus. On va pouvoir passer à la question suivante. Ah, peut-être que vous voulez que je fasse un petit récap sur les autres feux. Donc les feux de position seule, je vous rappelle qu'ils servent uniquement à être vus des autres usagers. D'accord? Donc vus des autres usagers, on va les utiliser uniquement en ville lorsque c'est éclairé. D'accord? Donc en ville lorsque c'est éclairé, feu de position seul. Ils vont nous aider, à positionner notre véhicule sur la chaussée. Ça permet aux autres de nous voir, d'accord? Ça, c'est les feux de position seule. Les feux de croisement, on peut les utiliser tout le temps et n'importe où. Ils nous permettent non seulement d'être mieux vus des autres usagers, mais aussi de mieux voir. Les feux de route, attention, ce sont des feux très puissants, donc ils risquent d'éblouir les autres usagers. Donc on va les utiliser en ville ou en dehors de la ville, mais uniquement lorsqu'il n'y a aucun éclairage et aucun autre usager. D'accord? Donc, feu de position seul, en ville, éclairé. Feu de croisement, partout, lorsque c'est éclairé ou pas éclairé. Les feux de route, uniquement quand il n'y a aucun éclairage et pas d'autres usagers qu'on pourrait risquer d'aveugler. Et les feux de brouillard avant-arrière, ça y est, on a fait notre BNP, BN. Voilà pour le petit récap. Alors, Fafa, tu me dis, est-ce qu'on peut rouler sans feu? Alors, dans la situation, non. Interdiction de rouler sans feu. Par contre, oui, en règle générale, par exemple, de jour, tu n'as pas besoin d'allumer des feux. S'il n'y a pas de pluie ou quoi que ce soit, tu peux très bien rouler sans feu. Oui, Noémie, c'est lorsqu'il y a une forte pluie que vous devez allumer les feux de brouillard avant. Lorsqu'il pleut un tout petit peu, ça ne sera pas vraiment utile. Allez, question suivante, c'est parti. Question 3. Je suis bien placée si je circule dans la situation numéro 1 à 60 km/h, dans la situation et à 80 km/h, réponse B. Dans la situation numéro 2, réponse C, 60 km/h, ou réponse D, 80 km/h. Donc je suis bien placée si je circule dans la situation 1 à 60 km/h, dans la situation B à 80 km/h, dans la situation 2 à 60 km/h ou à 80 km/h. Safia, n'oublie pas ce que j'ai dit, feu de croisement égale mauvais temps. Donc lorsqu'il y a mauvais temps, ça sera forcément les feux de croisement que tu vas devoir utiliser. En complément des feux de brouillard, comme je vous l'ai dit. Alors, réponse B et C dans le chat. On a dit on en est à la question 4. Alors, réponse B et C. Je valide. Aïe aïe aïe, non, j'allais dire bonne réponse, mais non, vous avez fait une petite erreur. Attention, ici, je suis bien placée si je circule à 60 km/h et à 80 km/h dans la situation numéro 1. Dans la situation numéro 2, par contre, je me trouve dans la voie pour véhicules lents, donc je suis bien placée uniquement si je circule à 60 km/h. Alors, je vous explique en détail. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une voie pour véhicules lents. Comme son nom l'indique, donc c'est une voie pour les véhicules qui circulent lentement. Donc dans cette voie, la limitation de vitesse, elle est de 60 km/h. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser 60 km/h. D'accord? Donc, dans la situation numéro 2, je me trouve déjà dans la voie pour véhicules lents, étant donné qu'on a un panneau de rappel, je suis déjà dedans. Donc si je suis dedans, je dois circuler à 60 km/h maximum. On ne pouvait pas répondre D. Par contre, dans la situation numéro 1, pour le moment, je me trouve dans une voie de circulation normale. Je ne suis pas dans la voie pour véhicules lents. Du coup, je peux circuler à 60 et à 80 km/h, tout en faisant attention, bien évidemment, à ne pas gêner la circulation. D'accord? Donc, on peut circuler
à 60 et à 80 parce qu'on est encore dans une voie de circulation normale. On n'est pas dans la voie pour véhicules lents dans la situation numéro 1. Donc attention à cette petite différence. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que c'est bon pour la voie pour véhicules lents? Regardez pour pouvoir bien différencier et reconnaître votre voie pour véhicules lents. Le marquage au sol, il est différent. D'accord? Si vous regardez bien, vous avez la ligne discontinue que vous avez l'habitude de voir. Et à côté, vous avez donc le marquage au sol d'une voie pour véhicules lents. Donc là, on voit bien la différence des deux. Oui, bien sûr, je peux zoomer sans aucun problème. Hop là, je vous zoome. Donc si vous regardez bien, le marquage au sol de la voie pour véhicules lents et de la ligne discontinue sont différents. La voie est toujours à 60 km/h. Oui, Laurie. Règle générale, voie pour véhicules lents égale 60 km/h maximum. Ok, donc c'est bon pour vous? Oui, même sur autoroute, Laurie. Alors, c'est vraiment, même sur, en fait, si vous voulez, c'est les voies pour véhicules lents, la plupart du temps, on va les retrouver dans les fortes montées, d'accord? Dans les fortes montées, parce que les poids lourds, si vous vous rappelez bien, les poids lourds ne peuvent pas aller au-dessus de 90 km/h en temps normal. Et avec leur poids, ils vont avoir du mal à avancer dans les fortes montées. Du coup, on leur crée des voies spéciales pour qu'ils ne gênent pas la circulation des autres usagers. D'accord? Donc, voies pour véhicules lents, on va les retrouver donc souvent dans les grandes montées. Ça ne va pas gêner les autres usagers, étant donné que les autres usagers auront les autres voies pour pouvoir circuler. Allez, question suivante, c'est parti. Question 5. Un chargement sur le toit peut dépasser d'1 mètre à l'avant, oui ou non? À l'arrière, oui ou non? Donc le chargement sur le toit peut dépasser d'1 mètre à l'avant, oui ou non? À l'arrière, oui ou non? Ah. Hop là. Alors, vous me donnez les réponses B et C ou B et D. B et D en majorité dans le chat, je dirais. Là, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Alors, B et D. Non, C. B et C. Allez. Réponse B, réponse C. Je valide. Ok, donc bravo ceux qui m'ont donné les réponses. B et C. Un chargement sur le toit peut dépasser d'1 mètre à l'avant. Non, il ne peut pas. Par contre, à l'arrière, oui, il peut. Alors, je vous explique. Là, c'est pareil, une information que vous devez connaître par cœur. À l'avant du véhicule, le chargement ne doit jamais dépasser l'avant de votre voiture. Ça veut dire que le chargement, il doit s'arrêter obligatoirement ici. D'accord? Pour l'arrière, il peut dépasser jusqu'à 3 mètres. Mais attention, à partir d'1 mètre, vous allez devoir mettre un dispositif réfléchissant pour pouvoir avertir les autres usagers qui vous suivent. D'accord? Donc, on doit rajouter obligatoirement une petite signalisation réfléchissante. Hop là. Lorsqu'on est à plus d'1 mètre, donc à partir d'1 mètre, je dois rajouter un dispositif réfléchissant pour une meilleure visibilité sur mon chargement pour les autres usagers, surtout ceux qui se trouvent derrière moi. Donc voilà, à connaître par cœur. À l'avant, ça dépasse pas ma voiture. À l'arrière, on peut aller jusqu'à 3 mètres, mais à partir d'1 mètre égale dispositif réfléchissant.
Vous avez dû voir certainement des gens qui transportent des fois un chargement dans leur coffre et que ça dépasse. Ils roulent donc les portes du coffre ouvertes et ils rajoutent généralement leur gilet jaune à l'arrière pour justement attirer l'attention sur leur chargement. Un dispositif réfléchissant, c'est... comment je peux vous expliquer ça? C'est quelque chose qui va permettre, avec les feux des véhicules, comment je peux expliquer ça? Alors attendez, excusez-moi, je cherche une meilleure explication parce que là, elle n'avait pas très terrible. Hop, hop, hop. Comme je vous ai dit, sinon, dispositif réfléchissant, le gilet jaune, c'est un bon exemple. Vous voyez, c'est le fait d'être pour que ça soit visible. Alors, oui, voilà, très bien. Merci beaucoup Laurie qui nous dit un dispositif réfléchissant, c'est quelque chose de fluo qui se voit dans le noir. Exactement, merci beaucoup Laurie pour cette explication. C'est bon, question suivante. Donc on a dit ça dépasse pas l'avant et à l'arrière, ça peut dépasser jusqu'à 3 mètres et à partir d'1 mètre, on doit mettre un dispositif réfléchissant. Question 6, je crois. Donc, lorsque les secours sont déjà présents sur le lieu de l'accident, je m'arrête, réponse A, oui, réponse B, non. Je ralentis, réponse C, oui, réponse D, non. Ok, donc là, vous êtes tous d'accord pour me donner les réponses B et C. Je valide. Et oui, bonne réponse. Donc, lorsque les secours sont déjà présents sur le lieu d'un accident, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Vous risquez plutôt de les gêner. D'accord? Donc, on ne doit pas s'arrêter. Et par contre, on ralentit pour plus de sécurité. Réponse B et C. Alors, placez mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet un meilleur confort de conduite, réponse A oui, réponse B non, une meilleure manipulation du volant, réponse C oui, réponse D non. Hop, je prépare ma correction. Alors, réponse A et C dans le chat pour le moment. Ouh là 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 là. Réponse A et C dans le chat. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ah là 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 après. Réponse A, C est validée. Donc bonne réponse. Réponse A et C. Placez mes mains sur la moitié supérieure du volant à l'extérieur de la couronne permet un meilleur confort de conduite et une meilleure manipulation du volant. Alors pourquoi j'ai fait ah là là là? Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit c'est à l'appréciation du conducteur. Faux, surtout pas. C'est pas vrai, d'accord? Vous devez obligatoirement placer vos mains donc sur la partie supérieure du volant, ça veut dire que votre volant il est fait comme ça. Vous avez interdiction de mettre les mains en bas du volant. Vous devez placer vos mains en haut du volant, toujours à l'extérieur, ça veut dire qu'on ne va pas mettre sa main à l'intérieur du volant pour l'attraper comme ça, d'accord? On place toujours notre main au-dessus, d'accord? Donc à l'extérieur du volant. Hop, je vous rappelle pour la position des mains, c'est
9h15 ou 10h10. Vous prenez une horloge, vous faites comme si il y avait la graduation de l'horloge et vous dites que soit on place nos mains donc à 10h10 comme dessiné sur mon petit schéma, ou soit à 9h15, donc ça voudrait dire ici et ici, comme sur l'image de la question, d'accord? Donc 9h15 ou 10h10 pour le placement des mains. Et interdiction de mettre donc les mains en dessous du volant, sur la partie basse du volant. Alors, c'est quoi la couronne du volant? La couronne du volant, c'est le rond, tout simplement. C'est le cercle. On a dit on ne met pas les mains à l'intérieur, on les met au-dessus. Alors, pour cette question, est-ce que l'image va avec? Parce que je n'ai pas compris, c'est où la moitié supérieure du volant? Ok, oui, la question va... l'image peut aller avec la question, ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas par rapport à la photo. Alors, vous me dites, je ne comprends pas. Vous inquiétez pas, je vais vous réexpliquer. Alors, on a notre volant qui est comme ça, d'accord? Hop là, il est comme ça et ça fait un truc comme ça, en gros. Voilà, donc ça c'est mon super volant. Donc dans mon super volant, je n'ai pas le droit de mettre mes mains, dans toute cette partie-là. Toute la partie basse du volant, je ne dois pas mettre ma main. Je dois mettre ma main uniquement sur la partie haute du volant. Le maximum, ça doit être 9h15. D'accord? Donc comme sur l'image que vous voyez donc dans la question code. 9h15, donc c'est la partie du milieu. Tout ce qui est en dessous, d'accord, vous n'avez pas le droit de mettre vos mains dessus. On ne tient pas son volant ici, on tient son volant au-dessus. Alors, pourquoi vous ne devez pas mettre vos mains en dessous? C'est tout simplement pour avoir une bonne manipulation de votre volant. Pour avoir une bonne manipulation, on ne doit pas avoir les mains en bas. Vous devez toujours avoir les mains en haut. Ah d'accord, il y a deux possibilités de position de main pour la conduite, mais laquelle de position est la mieux pour conduire? Là par contre, effectivement, c'est en fonction de vous. D'accord? En fonction de vous, soit vous êtes plus à l'aise en 9h15, en 9h15, je vais essayer de les mettre, voilà, soit en 9h15, soit en 10h10. C'est vous qui décidez. Les deux sont bons. Alors, pour ceux qui, si vous voulez, je vous donne rapidement une explication. Ça sera vraiment ça vous le verrez en conduite avec votre enseignant de la conduite, mais je vous explique pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi ça vous gênerait pour la manipulation du volant. Donc quand on est en ligne droite, on a dit 10h10 ou 9h15, d'accord? Ça c'est pour la position des mains. Lorsque vous allez vous retrouver dans un petit virage, d'accord? Donc dans un virage, clac, 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 on va devoir positionner ses mains. Alors, dans un virage comme celui-ci, on a notre volant comme ça. On n'a toujours pas le droit de mettre nos mains donc en dessous dans la partie basse. Du coup, je vais monter ma main au milieu ici et je vais venir tirer en fonction du côté où se trouve mon virage. Donc, je vous explique. Initialement, on est comme ça, d'accord? On est comme ça. Là, je veux prendre mon virage qui se trouve sur la droite. Du coup, c'est la main droite qui va se relever pour venir tirer le volant. D'accord? Donc ça, c'est dans un virage. Si virage à droite, main droite qui se lève et on tire. Si c'est un virage à gauche, main gauche qui se lève et on tire. D'accord? Ça, c'est pour le positionnement des mains. N'oubliez pas, on n'a pas le droit d'aller dans la partie basse. Maintenant, si c'est un tournant, donc un angle droit. Si c'est un angle droit, vous allez devoir faire ce qu'on appelle du chevauchement. Donc pareil, même principe. Donc là, je vous parle bien d'un angle droit comme ça. Ok? Donc là, je veux tourner ici. Pareil, je n'ai toujours pas le droit de mettre mes mains en bas du volant. Donc, je vais devoir faire le même principe. Si je tourne à droite,
je vais lever ma main à droite, ma main droite, pardon, au milieu de mon volant. Je vais la tirer jusqu'au maximum, donc on a dit jusqu'à 9h15, au milieu du volant. Je n'ai pas le droit d'aller en bas. Donc je vais ici, mais vu que ça ne sera pas suffisant, et ben l'autre main, elle va venir l'aider. Donc ici, on est venu ici, on a tiré, celle-ci va venir et elle va venir l'aider. Et nos mains vont se croiser pour faire ce qu'on appelle donc un chevauchement. Voilà, donc ça vous allez bien évidemment le voir en détail avec votre enseignant de la conduite, mais je voulais quand même vous expliquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi on vous interdit de mettre les mains en dessous, pour avoir une bonne manipulation du volant et du coup une bonne trajectoire. Oui, c'est dangereux de tenir votre volant en bas, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas manipuler correctement votre volant si vous avez les mains en bas du volant. C'est bon pour vous? Ok, question suivante, c'est parti. Le type de pneumatique doit être identique sur l'ensemble du véhicule, oui ou non? Sur un même essieu, oui ou non? Donc le type de pneumatique doit être identique sur l'ensemble du véhicule, oui ou non? Ou sur un même essieu, oui ou non? Alors, réponse B et C en majorité dans mon chat. Réponse B, réponse C. Et validé, hop là. Bonne réponse, donc réponse B et C pour cette question. Donc, le type de pneumatique doit être identique sur un même essieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un essieu? Un essieu, c'est la barre qui va relier deux roues entre elles. Donc, imaginez que là, on se trouve en dessous de notre voiture. On a les quatre roues de notre voiture. Ça, c'est les roues avant. Ça, c'est les roues arrière. Donc, les deux roues arrière, par exemple, vont être attachées ensemble par justement ce qu'on appelle un essieu. Et les deux roues avant, pareil, vont être attachées par un essieu. Donc, un essieu, c'est la petite barre que vous voyez ici. Et il faut toujours que ce soit les mêmes pneus de mêmes caractéristiques sur les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez crevé cette roue, par exemple, vous allez devoir changer les deux. Et oui, obligation, s'il y a un problème avec cette roue-là, il va falloir que l'autre soit exactement la même. Donc vous devriez changer les deux. Vous devez avoir les mêmes roues sur un même essieu. D'accord? Donc là, ces deux roues-là, par exemple, ça peut être des Michelin. Et ces deux roues-là, ça peut être un premier prix. Ça ne change pas. D'accord? Mais par contre, il faut absolument que ces deux-là et ces deux-là soient les mêmes. Donc c'est bon pour ceux qui m'ont demandé ce que c'était qu'un essieu. C'est la petite barre qui tient deux roues entre elles. Et celles qui sont sur la même barre doivent obligatoirement être les mêmes caractéristiques, de mêmes caractéristiques. Pensez aux petites voitures quand on est petit. Vous voyez ce qu'on appelle les majorettes, les petites voitures à roulettes. Quand vous regardiez bien, et ben justement vous avez une petite barre qui tenait les roues. Et ben c'est ça, un essieu. Alors pourquoi changer les deux si on prend la même caractéristique? Parce que Laurie, peut-être que ton pneu va être plus usé d'un côté que de l'autre. Si ta roue initiale que tu as gardée d'un côté, elle va être forcément plus usée que celle que tu vas acheter pour acheter une neuve. Donc pour ceux qui veulent plus de renseignements sur les pneumatiques, vous allez avoir un cours en replay sur justement les pneumatiques, les caractéristiques, les essieux, les témoins d'usure, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder en replay dans votre playlist cours.
Ok, donc pas d'autres questions, c'est bon pour vous? Donc une roue, une roue de secours, ça sert à quoi? Une roue de secours, comme son nom l'indique, c'est une roue pour te secourir. Donc c'est uniquement en attendant d'aller chez le garagiste pour pouvoir changer tes pneumatiques. Roue de secours, ce n'est pas une roue permanente. Allez, hop, question suivante. L'utilisation du régulateur de vitesse est recommandée. Réponse A, en ville. Réponse B, sur route de montagne. Ou réponse C, sur autoroute. Ok, donc réponse C pour cette question. Hop, réponse C, validé. Bonne réponse donc pour ceux qui m'ont donné uniquement la réponse C. L'utilisation du régulateur de vitesse est recommandée donc sur autoroute. Alors, pourquoi le régulateur de vitesse est recommandé uniquement sur autoroute et non pas en route de montagne ou en ville? Je vous rappelle que le régulateur de vitesse, d'ailleurs, son symbole c'est celui-ci, d'accord? Donc régulateur de vitesse, il vous permet de bloquer l'allure de votre voiture à une seule et même vitesse, d'accord? Et votre voiture va rouler toute seule à l'allure que vous aurez bloquée. Donc par exemple, j'ai bloqué à 110 km/h mon régulateur de vitesse, ma voiture elle va rouler toute seule à 110 km/h, ni en dessous de 110 km/h, ni au-dessus de 110 km/h. Vous allez rester uniquement à 110. C'est pour ça que c'est beaucoup plus adapté à une conduite sur autoroute. Une conduite en ville ou une conduite en route de montagne, vous allez être obligé de devoir ralentir, d'accord? Ralentir, accélérer, voire même vous arrêter. Du coup, ça n'est pas adapté au régulateur de vitesse. Par contre, vous allez pouvoir utiliser votre limiteur de vitesse. Donc le limiteur de vitesse, le symbole associé, c'est celui-ci. Et pour pouvoir vous rappeler, vous vous dites que c'est un panneau de limitation de vitesse. Donc le limiteur de vitesse va vous empêcher de faire un excès de vitesse. Lorsque vous le bloquez par exemple à 110 km/h, vous allez pouvoir circuler de 0 à 110 km/h. À partir de 110, ça va bloquer, vous ne pourrez pas aller circuler plus vite que 110 km/h. D'accord? Limiteur de vitesse nous empêche de faire des excès de vitesse. Régulateur de vitesse, il sert à circuler toujours à la même allure. Voilà pour la différence entre les deux. Et non, les régulateurs et limiteurs de vitesse ne sont pas obligatoirement présents dans tous les véhicules. Ça va être dans les véhicules récents. Alors, les deux bloquent les vitesses, mais les deux ont une fonction différente. D'accord? Limiteur, on ne pourra pas dépasser la limitation de vitesse qu'on aura fixée. Régulateur, on pourra rouler uniquement à la vitesse qu'on aura bloquée. Donc c'est pour ça que vous devez l'utiliser que sur autoroute. Oui, vous pouvez utiliser le limiteur de vitesse sur autoroute, bien sûr. Le limiteur de vitesse, vous pouvez l'utiliser en ville, en route de montagne, sur autoroute, il n'y a aucun problème. Non, le limiteur de vitesse, son maximum, c'est pas 110 km/h. Hein. J'ai juste pris ça comme exemple. Mais vous pouvez bloquer à 130, à 140, comme vous voulez. Mais je vous rappelle qu'en France, de toute façon, on ne peut pas dépasser 130. Il n'y a aucune route qui est au-dessus de 130. Un petit mémo technique. Alors Sophie, le seul mémo technique que j'ai, c'est limiteur de vitesse égale limitation de vitesse à ne pas dépasser. D'accord? Comme ton panneau de limitation de vitesse, c'est la limite que tu ne peux pas dépasser. Oh, merci beaucoup Blondine. Tu me dis Cassandra, j'ai eu mon code grâce à tes lives. J'ai beaucoup suivi. You are the best. Merci beaucoup Blondine. T'as fait combien de fautes?
peut-on utiliser le limiteur de vitesse? Je l'ai dit, le limiteur de vitesse, on peut l'utiliser partout parce qu'il va simplement nous servir à ne pas faire d'excès de vitesse. On pourra toujours freiner, accélérer avec un limiteur de vitesse. Alors que le régulateur de vitesse, si vous prenez la pédale de frein si vous prenez la pédale de frein, vous allez forcément désactiver le régulateur de vitesse. Le live sera jusqu'à 19h30, Sonia. Quatre fautes en 3 semaines de révision pour Blandine. T'as eu ton code avec 4 fautes, bravo. Et seulement en 3 semaines de révision à fond. Franchement, je suis fière de toi. Bravo, bravo. Ça veut dire quoi, véhicule récent? Ça veut dire que c'est les véhicules qui sont modernes, ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Les anciens véhicules, par exemple une Twingo 1, tu ne vas pas avoir de limiteur de vitesse ou de régulateur de vitesse sur ce type de véhicule. Allez, question suivante, c'est parti. Le covoiturage réduit, réponse A, les frais de déplacement. Réponse B, les rejets de dioxyde de carbone. Réponse C, les embouteillages. Réponse D, la distance du trajet. Ah, j'ai Salim qui me dit chez moi on est déjà à 21h17. Effectivement, il y en a qui sont pas forcément... qui peuvent être aux Antilles, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, il peut y avoir un décalage horaire, mais le live dure toujours 1 heure. Peu importe où vous vous trouvez, il dure 1 heure. Alors, A, B, C, hop, hop et hop. C'est la question 10 et on aura un petit bonus après si je dis pas de bêtises. Hop. Donc A, B et C, bravo, vous aviez les bonnes réponses. Donc le covoiturage, c'est le fait d'utiliser une voiture pour plusieurs personnes pour faire le même trajet. Donc je vous donne un exemple concret. Par exemple, je vais au travail tous les jours et j'ai un collègue ou une collègue qui habite à côté de chez moi. Et bah plutôt que mon collègue prenne sa voiture et moi aussi, on va prendre tous les deux une seule voiture pour faire le même trajet ensemble. Donc c'est, par exemple, ceux qui connaissent, c'est Blablacar, d'accord? Blablacar, c'est pour du covoiturage. Donc, les frais de déplacement, vous allez pouvoir réduire vos frais de déplacement, vu qu'ils vont être partagés à plusieurs. Vous allez, du coup, diminuer le rejet de dioxyde de carbone, étant donné que vous n'utilisez qu'une seule voiture plutôt que plusieurs. Et vous allez diminuer les embouteillages. À ne pas confondre, donc, avec l'autopartage. Attention, autopartage, ça veut dire que c'est une voiture que vous allez vous partager. Le même principe que les Vélib pour ceux qui connaissent. Les Vélib, vous savez, c'est des vélos qui sont en libre service pour que plusieurs personnes puissent les utiliser et se déplacer avec. Et bien l'autopartage, c'est la même chose. C'est une voiture mise à disposition pour plusieurs personnes, pour que plusieurs personnes puissent l'utiliser. D'accord? Donc en gros, on va se dire que l'autopartage, c'est comme une location de voiture. Et covoiturage, c'est une voiture personnelle qu'on va partager à plusieurs. D'accord? Donc réponse A, B et C. Mano, j'ai pas compris pourquoi tu m'as dit exemple les bus aussi. Ah, est-ce que les bus c'est du covoiturage? Pas vraiment, c'est des transports en commun. Donc dans tous les cas, transport en commun, c'est pour que plusieurs personnes puissent les prendre. C'est quoi le rejet de dioxyde de carbone? C'est ce que tu vas rejeter à cause du carburant que tu utilises dans ton véhicule. Donc si tu utilises du carburant pour te déplacer, forcément, tu vas rejeter du dioxyde de carbone. Non, 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 attention, les transports en commun, c'est les transports en commun. Ce n'est pas du covoiturage. Covoiturage, c'est une voiture personnelle. D'accord? C'est une voiture personnelle qu'on partage. Donc comme je vous ai dit, votre voisin, il va tous les jours à Paris au même endroit que vous, et ben vous partez avec votre voisin dans sa voiture. Et par exemple, le lendemain, c'est que vous allez utiliser votre voiture pour prendre votre voisin et aller à Paris. D'accord? C'est ça du covoiturage. C'est un véhicule personnel qu'on va partager avec plusieurs personnes. Les transports en commun, ça c'est du domaine public.
Frais de déplacement, ça peut être par exemple le carburant. Déjà, vous allez partager les frais de carburant. Si vous faites un gros voyage, par exemple, je ne sais pas, vous allez dans le sud de la France, vous partez de Paris et vous allez dans le sud de la France ou l'inverse, d'accord? Et vous prenez votre petite voiture, vous prenez des passagers avec vous et du coup, vous allez pouvoir partager non seulement l'essence, mais aussi les péages. Donc c'est ça les frais de déplacement. Allez, petite question bonus et après on passe aux questions libres. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont pas en rapport avec la série. Vous pouvez me les poser juste après. Hein. Alors, question 11 du coup, pardon, excusez-moi. Je peux circuler dans la situation 1 à 110 km/h, réponse A, à 130 km/h, réponse B, dans la situation 2 à 110 km/h ou à 130 km/h. Effectivement, Laurie, moi j'aime bien ton petit moyen mémotechnique. Elle nous a dit covoiturage, c'est comme un colocataire. Exactement, vous partagez le même appartement. Et là c'est pareil, vous partagez la même voiture. Merci pour ton petit moyen mémotechnique. Je le note, moi je le garde. J'aime bien en tout cas. Alors, réponse A, C et D pour cette dernière question. Donc A, C, D est validé. Bonne réponse, donc réponse A, C et D. Ici, il faut faire attention aux termes employés dans votre question. Dans la situation numéro 1, vous avez un panneau de limitation de vitesse à 110 km/h. Vous pouvez circuler donc uniquement à 110 km/h. 130, vous allez être en excès de vitesse. Par contre, sur la situation numéro 2, là, vous êtes limité à 130 km/h. Hop, donc je zoome, 130. Situation numéro 1, 110. Situation numéro 2, 130. Donc, vu que vous êtes limité à 130 km/h, je peux circuler à 110 et à 130 km/h. D'accord? C'est pas je dois circuler. D'accord? C'est je peux circuler. On peut circuler en dessous des limitations de vitesse sans aucun problème. En plus de ça, ça nous fera diminuer notre consommation de carburant et en plus de ça, ça nous fera diminuer la pollution de la planète. Voilà. Donc c'était la petite question bonus pour ce soir. Vous pouvez me dire combien de fautes vous avez fait sur 11 du coup. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans le chat. Ça y est, c'est le petit moment où je peux répondre à toutes vos questions. D'ailleurs Laetitia, j'ai vu que tu m'avais posé des questions apparemment à l'écrit sur YouTube. Si j'ai pas répondu, tu peux me la reposer ce soir. Là, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Donc on a fait tous ensemble 2 fautes sur cette série multithème. Donc elle n'était pas facile, je vous l'accorde. J'espère que vous avez compris en tout cas avec mes explications. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous invite à les regarder donc en replay ou à bien évidemment retravailler vos erreurs. Alors je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi à 18h30 pour un nouveau live. Bonne soirée!